Bien, je vais commencer par récapituler un tout petit peu. Nous sommes en train d'étudier ou de voir ce qu'on peut dire si on a une application F d'un groupe abélien fini au complexe. Et pour nous, G va être Fp puissance n. Si on sait que... Qu'est-ce qu'on peut dire si on sait que la norme infinie, c'est-à-dire la valeur absolue maximum de f de x, est au plus 1, et aussi f u3 est au moins c pour un constant c positif quand n tend vers l'infini. Et on a montré la semaine dernière qu'il existe d'abord un sous-ensemble B de G et une application phi de densité qui dépend que de C. Alors, pour nous, juste un sous-ensemble dense de G. Et une application phi de B vers G chapeau, telle que le coefficient de Fourier de cette application-là, qui est définie par la formule delta A de f de x égale f de x moins a conjugué. Est au moins C' pour tout A dans B. Ça, c'était facile. Mais après, on a montré quelque chose d'un peu moins évident, qui était que, si j'appelle ça B0 peut-être, il y a B1. Ah non, pour commencer, je n'ai pas besoin d'un nouvel sous-ensemble. Mais on a montré que le nombre de quadruples additifs, c'est-à-dire x, y, z, w, tel que à la fois x plus y égale z plus w, et aussi phi de x plus phi de y égale phi de z plus phi de w, le nombre de quadruplés comme ça est au moins C'' fois la taille de G au cube. Et on voit que si on choisit x, y et z, W est déterminé, donc le cube là est le maximum qu'on peut avoir. Et C'', la dépendance de C' de C est polynôme, c'est-à-dire c'est C puissance 24 ou quelque chose comme ça. Et après ça, j'ai défini le graphe gamma. Et ce fait-là, on peut le reformuler en disant que
le nombre de quadruplets additifs dans gamma est au moins C'' multiplié par la taille de G au cube. Et il y a un théorème de Balog, Semredi et moi, dont j'ai expliqué un peu l'histoire la semaine dernière, qui nous permet de passer, maintenant je vais remettre le 0 là, passer à un sous-ensemble B1. Ah non, bon, c'est la même chose. Je pense que c'est plus clair. Si je dis que toujours en dépendance polynôme, telle que la différence gamma 1 moins gamma 1 est au plus C gamma 1, ou la dépendance de C minuscule est toujours C égale C puissance moins O de 1. Il y a aussi un théorème de Plünecker que je vais utiliser qui va nous permettre de dire que ça, bien. Je vais l'utiliser dans un moment, mais je peux le constater tout de suite. On peut en déduire que 8 gamma 1 moins 8 gamma 1 est au plus C puissance 16 fois la taille de gamma 1. En général, R, 8 gamma 1, c'est-à-dire les sommes U1 plus U2 plus U, où tout UI est un élément de gamma 1. Le théorème de Plünecker nous dit que R gamma 1 moins S gamma 1, la taille est au plus C puissance R plus S. Et donc le 16 là est 8 plus 8. Et c'est la même chose. Alors, il existe B1, un sous-ensemble de B0 tel que gamma 1 est le graphe de phi, la restriction de phi à B1, bien sûr. Mais ça va être utile. Et maintenant, je pense que je suis prêt à commencer pour de vrai aujourd'hui. Alors, soit B1 sous-ensemble de Fp puissance n, et soit phi de B1 à Fp puissance n, une application telle que gamma 1 moins gamma
est au plus C fois gamma 1, où gamma 1 est le graphe de phi. Alors, ce qu'on a ici, alors, il existe B2, un sous-ensemble de B1 de taille telle que la taille de B2 est au moins 1 sur P fois C puissance moins 17 fois B1, la taille de B1, et la restriction de phi à B2 est un homomorphisme de Freiman d'ordre 8. Et peut-être je vais vous rappeler ce que veut dire un homomorphisme de Freiman, c'est-à-dire, je vais rien écrire, mais c'est-à-dire si on a A1 plus A2 plus jusqu'à A8 égale B1 plus jusqu'à B8, alors on a phi de A1 plus phi de A2 jusqu'à phi de A8 égale phi de B1 jusqu'à phi de B8. C'est ça que veut dire un homomorphisme de Freiman d'ordre 8. Alors, ce qu'on fait, on passe au sous-ensemble, et au sous-ensemble, chaque fois qu'on passe à un sous-ensemble, les propriétés qu'on a deviennent plus fortes. Alors, je commence par l'observation que j'ai faite là, par le théorème de Plöneke. Euh, 8 gamma 1 moins 8 gamma 1 est au plus C16. Peut-être... je ne vais pas utiliser ça directement, mais bien, je l'ai écrit maintenant. Soit, alors, ce que je vais utiliser est que 9 gamma 1. Bien, je vais écrire le fait dont j'aurai besoin. Soit y, l'ensemble de y minuscule dans P puissance n, tel que 0 y est un élément de 8 gamma 1 moins 8 gamma 1. Et juste pour vous montrer ce que ça veut dire, cet ensemble-là égale à l'ensemble d'y tel que il existe A1, A8, B1, B8 dans B1, tel que A1 plus A8 égale B1 plus B8 et phi de A1 plus phi de A8 moins phi de B1 moins
moins phi de B8 égale Y. Parce que là, on a des éléments A1, phi A1, etc., du graphe gamma 1. Et quand on prend la somme des AI, phi AI, et on soustrait la somme des BI phi BI, on arrive à 0, virgule Y. Alors, c'est le même ensemble. Mais peut-être si on l'écrit comme ça, c'est un peu plus clair pourquoi on a défini comme ça. Alors, on voit que la taille d'Y fois la taille de gamma 1 égale la taille de 0 fois Y plus gamma 1. Pourquoi? Parce que gamma 1 est un graphe. C'est-à-dire pour chaque x, il existe au plus un élément y tel que x, y est un élément de gamma 1. Et ici, j'ajoute un ensemble vertical. Et alors, chaque fois qu'il y a un élément de gamma 1, chaque fois qu'il y a un élément, par exemple, x, z de gamma 1, quand j'ajoute cet ensemble-là, j'arrive à tous les éléments de forme x, z plus y, tel que y est un élément de y majuscule. Et donc, pour chaque élément de gamma 1, j'arrive à la taille de y élément de cet ensemble-là. Alors, ce n'est pas vrai en général, mais puisqu'on a un graphe et un ensemble vertical, on a cette égalité. Mais 0 fois y est un sous-ensemble de 8 gamma 1 moins 8 gamma 1 par définition. Et ici, on a encore un gamma 1. Alors ça, cet ensemble-là est un sous-ensemble de 9 gamma 1 moins 8 gamma 1. Juste encore une fois, chaque élément de cet ensemble-là est un élément de 8 gamma 1 moins 8 gamma 1 par définition, et donc j'ajoute un élément de gamma 1 et j'arrive à un élément de 9 gamma 1 moins 8 gamma 1. Et par le théorème de Prunecker, cet ensemble-là, la taille de cet ensemble-là est au plus c puissance 17 fois la taille de gamma 1. Et heureusement, j'ai le gamma 1 ici et gamma 1 là, et je peux diviser par la taille de gamma 1. Et la conclusion est que la taille d'y est au plus c puissance 17. Et ce qui me concerne est que la taille d'y est bornée indépendamment de n, ou de la taille du groupe. Et maintenant, choisissez un sous-espace V de Fp puissance n de densité au hasard
de densité disons delta tel que C puissance moins 17 P 1 sur P est au plus delta et moins que C puissance moins 17. Ça, c'est possible. La seule chose qu'on sait, si on a un sous-espace, est que la densité est un puissance de P puissance moins 1. Alors, on peut trouver P puissance moins K entre les deux nombres dans cet intervalle-là. Ça, on peut faire. Une fois qu'on a choisi la dimension, on choisit le sous-espace au hasard. Et là, pour chaque élément non zéro de fp puissance n, la probabilité, élément x, la probabilité que x est un élément de V et au plus delta, en fait, c'est un peu moins que delta parce que la probabilité que V contient 0 et 1, et pour cette raison, la probabilité est moins que delta, mais au plus delta. Et tout ce dont on a besoin. Et alors, l'espérance de la taille de Y, l'intersection d'Y et V est au plus delta fois la taille d'Y, qui est moins que 1. Alors, il existe V tel que Y, l'intersection des... je n'ai pas voulu dire ça. Ce que j'ai voulu dire est que l'espérance de Y moins 0, parce que ce sont les éléments non zéro, il existe V de densité entre ces deux bornes-là qui ne contient aucun point non zéro d'Y. Et maintenant, je vais définir B2. Maintenant, encore un choix aléatoire. Choisissez V au hasard. Et l'espérance de la taille de l'ensemble de X dans B1 tel que phi de X est un élément de V plus V, le sous-espace affine V plus V. Alors, j'ai choisi ici un translaté aléatoire de V. L'espérance
de la taille de ce sous-ensemble de B, où chaque élément X, la probabilité que phi de X est un élément de V est la densité de V. Alors, égale delta multiplié par B1, où d delta est la densité de V, parce qu'il y a le nombre de translatés et delta puissance moins 1. Et donc, par le principe, en moyenne, on a ce nombre. Et donc, maintenant, je vais... Alors, il existe, je pense que c'est plus clair. Alors, il existe V tel que si B2 égale cet ensemble-là, alors la densité de B est au moins delta fois la densité de B1. Et puisque la densité de V est au moins C puissance moins 17 fois P puissance moins 1, on a cette conclusion-là, c'est la partie plus facile. Maintenant, il faut montrer que la restriction à B2 est un homomorphisme. Maintenant, soit A1, A8, B1, B8, les éléments du sous-ensemble B2 tels que A1 plus A8 égale B1 plus B8. On a presque fini parce que alors phi de A1 plus phi de A8 moins phi de B1 moins phi de B8 est un élément d'Y par définition. C'est exactement ce que j'ai écrit là. Alors par définition, on a ça, mais puisque A1 jusqu'à B8 sont des éléments de B2, on a aussi que phi de AI et phi de BJ sont tous des éléments de V plus petit V minuscule. Et alors, il s'ensuit que cette somme et différence est un élément de V. Qui égale 0. Et donc, cette somme et différence égale 0. Et on a fini. Donc, on a un homomorphisme. Oui. Je n'ai pas très bien compris. Si on avait pris. J'ai l'impression qu'on pourrait même faire le même raisonnement, mais en oubliant 0, donc on dit, en fait, plutôt, on prend y inter v. En fait, il suffit de prendre, vu que y il est canal inférieur à C17, il suffit de prendre un sous-espace de V qui est de canal inférieur à P puissance n, donc C puissance 17. Et on peut trouver plein de grands V qui intersectent pas Y.
J'ai pas tout à fait compris la question, pardon. Ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que le V, il n'a aucune structure, mis à part qu'il n'intersecte pas Y. V est un sous-espace. Un vectoriel. Oui, oui. Un sous-espace vectoriel sur le corps Fp. Fp puissance n. Et c'est pour ça, où est-ce que j'ai utilisé ça? Juste ici, pour dire que si chaque phi de AI et chaque phi de Bj est un élément de V plus V, alors cette expression-là doit être un élément de V majuscule. Ah oui, c'est très important ça. Et, non, c'est pas que... Ah, oui, c'est pour ça que j'ai écrit sous-espace et pas sous-ensemble. Le petit V au hasard, il appartient pas nécessairement à un grand V? Non, non, pas du tout. Parce que si le petit v est un élément de grand V, il n'y a aucune différence entre... ouais. Non, c'est juste... Je prends un translaté au hasard du sous-espace V. Bien. Maintenant, je vais prouver un lemme que j'ai présenté l'année dernière. Je vais prouver une petite variante, mais la preuve n'est pas très longue et le résultat est tellement important que je n'ai pas voulu que vous donner l'énoncé sans rien dire de pourquoi il est vrai. Et c'est le lemme de Bogolyubov. Et le lemme est plus général que... Je vais le présenter dans le cas où le groupe dont on parle est le groupe Fp puissance n, mais on peut le généraliser assez facilement au groupe en général. Alors, soit A un sous-ensemble de Fp puissance n, de densité alpha, alors il existe un sous-espace, et encore c'est important que ce soit un sous-espace V de Fp puissance n tel que pour tout V élément de V. Ah, il y a une autre condition que j'ai oubliée, mais je vais vous donner les conditions, pas dans l'ordre naturel, mais logiquement c'est correct. Le nombre de quadruplés A, B, C, D tel que A plus B moins C moins D égale V et au moins alpha puissance 4 divisé par 2 multiplié par la taille multiplié par P puissance n qui est la taille du groupe. Ah non, je ne veux pas dire ça, je veux dire P puissance 3. C'est plus clair d'écrire G puissance 4. Alors,
je vais mettre un G, là, G égale Fp puissance n, et la codimension. Ce théorème n'est pas très intéressant si V est très très petit, et donc on a une condition qui garantit que V n'est pas trop petite. La codimension de V est au plus 2 sur alpha carré. C'est-à-dire, en particulier, on a que V est un sous-ensemble de 2A moins 2A. Mais on aura besoin d'un tout petit peu plus que ça. Il n'est pas que le fait que chaque élément de V est un élément de 2A moins 2A, mais chaque élément de V est un élément de 2A moins 2A de beaucoup de façons. Il y a beaucoup de manières de décrire V comme A plus B moins C moins D. Et pour la preuve, on va utiliser un tout petit peu de l'analyse de Fourier. D'abord, je vais définir le sous-espace. Alors, soit K égale l'ensemble de R tel que A chapeau de R, la taille de A chapeau de R est au moins alpha puissance 3 sur 2 divisé par la racine carrée de 2. Et c'est pas évident pourquoi on a choisi ce paramètre-là, mais bien sûr on le fait avec un paramètre arbitraire et après on découvre que c'est ça qu'on veut prendre. Et soit V, le sous-espace X tel que R.X égale 0 pour chaque R dans K. Et ici, chaque condition R.X égale 0 est une condition linéaire. Et donc la codimension de ce sous-espace est au plus la taille de K. Alors je vais commencer par estimer la taille de K, mais alpha égale la norme L2 du fonction caractéristique de A égale par l'identité de Parseval, la norme de A chapeau, égale par définition la somme sur toute R à chapeau de R, valeur absolue carré. Et par définition, c'est au moins la taille de K. Si on prend juste la partie
la contribution des éléments de K, on a la taille de K multipliée par alpha cube divisé par 2. Et alors, la taille de K est au plus 2 divisé par alpha carré. Et on a cette conclusion-là. Il reste, ce qui reste à prouver est que le nombre de quadruplés est toujours au moins alpha puissance 4 sur 2. Alors maintenant, soit f égale a la convolution de a est moins a et moins a. C'est-à-dire que je vais juste écrire une petite formule plus explicite. F de x égale a plus b moins c moins d égale x a de b, a de c, a de d. C'est-à-dire, c'est à peu près le nombre de façons d'écrire x comme ça. Alors, f de x par la formule d'inversion de la transformation de Fourier égale la somme de a chapeau, tout ça, chapeau de R oméga P R point X. Oui. Je ne suis pas sûr de voir quand vous écrivez moins A. Est-ce que c'est la fonction qui a X associe moins A de X ou est-ce que on prend l'ensemble moins A et on considère sa fonction carrée comme ça? Est-ce que ça prend des valeurs 0 et 1 ou est-ce que ça prend des valeurs 0 et moins 1? Ah non, non, c'est 0 et 1. Oui, c'est moins A de X égale A de moins X. Oui, merci, c'est une question importante. Sinon, j'aurais pu oublier les signes là. Et je vais utiliser, maintenant que j'ai en train d'expliquer ça, je vais utiliser le fait que moins A chapeau de R égale, je pense que je n'ai pas dit ça pendant le premier cours, mais ça égale A chapeau de R conjugué. Ça c'est vrai pour toute application qui prend des valeurs réelles. Si on écrit, peut-être je vais le faire, F alors, l'espérance sur x de f de moins x oméga p de moins r point x égale l'espérance sur x de f de x oméga p de r point x égale l'espérance de... Si f prend les valeurs réelles, ça égale fx oméga p de moins r point x conjugué. Et alors on a cette formule-là. Et donc en utilisant ça et aussi la loi de convolution, on a que c'est je vais le faire dans 2 étapes. On a ça égale peut-être une nouvelle partie du tableau noir.
il existe la somme comme ça. Et maintenant, je vais diviser cette somme en 3 parties. C'est égal la contribution de R égale 0, la contribution de R, un élément de K, mais pas 0, un élément non 0 de K, et le reste. Mais si R est un élément de K, alors si X est un élément de V, alors, je peux commencer par dire A chapeau de 0 puissance 4 égale alpha puissance 4. Parce que A est un ensemble de densité alpha, alors A chapeau de 0 égale alpha, et on a ça. Maintenant, si X est un élément de V, alors on a que R.X égale 0 pour chaque R dans K. Et alors, cette partie est un nombre réel qui est un nombre réel non négatif. Et finalement, la taille de la troisième partie égale au plus par l'inégalité triangulaire et maintenant on va voir la raison pour laquelle j'ai choisi ce nombre-là, qui est au plus le maximum possible d'un coefficient de Fourier si R n'est pas un élément de K. Alors c'est strictement inférieur à alpha cube sur 2 multiplié par la somme sur R à chapeau de R au carré. J'ai utilisé ça, le fait que chaque A chapeau de R carré est au plus alpha au cube divisé par 2. Mais ça est au plus alpha cube au 2 alpha chapeau norme 2 au carré égale alpha 4, alpha puissance 4 sur 2. Alors, on a une contribution de alpha puissance 4, on a une contribution non négative, et on a une troisième contribution qui peut être négative, mais qui a de valeur absolue au plus alpha puissance 4 divisé par 2. Et donc,
si x est un élément de V, f de x est au moins alpha carré sur 2. C'était pas important. J'ai dit que c'était important quand on avait une inégalité stricte. Là, ça c'est autre chose. Il y a un autre contexte où c'est important, mais ici, c'est pas du tout important. Et donc, je vais... On a une inégalité stricte, mais on n'en a pas besoin. Alors, f de x est au moins alpha puissance 4 sur 2, et c'est équivalent à ce que j'ai écrit dans l'énoncé du lemme. Je pense que c'est un bon moment d'avoir une petite pause, parce que après je vais commencer quelque chose vraiment de nouveau, qui va prendre un peu de temps. Alors je pense que avoir une pause maintenant serait une bonne idée. Bien, maintenant je vais combiner ce lemme et le lemme précédent. Alors, je vais prendre le groupe fp puissance n encore, et soit B un sous-ensemble, B, nous sommes arrivés à B2, B2 un sous-ensemble de G de densité qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire C2. Je vais avoir des constants qui changent de temps en temps. Et phi un homomorphisme de Freiman d'ordre 8. Alors, il existe une application linéaire psi de fp puissance n à p puissance n, et un élément t de fp puissance n et un sous-ensemble B3 de B2 de densité au moins C3 qui dépend que de C2. Je ne vais pas être plus explicite que ça, mais on peut si on veut, et on peut regarder la preuve et voir ce qu'on obtient. Tel que phi de x égale psi de x plus t pour tout x dans B3. Alors on continue le processus d'avoir des
condition de plus en plus forte, on commence avec un homomorphisme d'ordre 8 et on arrive à la restriction d'une application affine. Par le lemme de Bogolyubov, il existe un sous-espace V tel que pour tout élément V de V, le nombre de quadruplés A B, C, D. J'ai oublié de dire que la codimension de V, ou la densité de V, est grande, mais telle que A plus B moins C moins D égale V est au plus, est au moins C2 puissance 4 divisé par 2 et la densité de V est au moins quelques constants qui delta C2. Il y a de taille de J au Q. Le nombre de APC. Ah oui, merci. C'est très important. Alors, pour chaque V dans V, il y a beaucoup de façons de l'écrire, comme A plus B moins C moins D. Donc, le nombre de quadruplés A, B, C, D dans G tel que A, B, C et D sont des éléments de B2 et phi de A plus phi de B moins phi de C moins phi de D. Et A plus B moins C moins D est un élément de V est au moins la taille de V multipliée par ce nombre-là. Qui est au moins C2 puissance 4 sur 2 delta C2, la taille de G puissance 4. Et maintenant, on aura encore un petit argument où on prend la moyenne. Alors, il existe
B, C et D dans B, tel que le nombre de A dans B, tel que A plus B moins C moins D d'un élément de V est au moins C 2 puissance 4 divisé par 2 multiplié par delta C2 fois G. Ah oui. Voilà. Oui. Mais maintenant, je vais utiliser l'hypothèse que phi est un homomorphisme d'ordre 8. Il existe un homomorphisme d'ordre 2 psi défini sur l'ensemble 2B2 moins 2B2. C'est un des exercices, mais j'en ai parlé un peu la semaine dernière, tel que phi de A plus B moins C moins D, phi de A plus phi de B moins phi de C moins phi de D égale psi de A plus B moins C moins D pour toutes A, B, C, D dans B2. Et la restriction de phi à V, et V est un sous-espace, un sous-ensemble de 2B2 moins 2B2. Mais si on a un homomorphisme d'ordre 2 défini sur un sous-espace, il est forcément linéaire. Ou affine, mais dans ce cas-là, linéaire parce que psi de 0 égale 0. Alors, est linéaire. Je veux dire psi, et pas phi là. On ne peut pas restreindre phi à V parce que phi n'est pas défini sur V, et linéaire. Il y a quelque chose que j'aurais dû dire, mais je vais le dire maintenant. Soit B3 égale l'ensemble de A dans B2, tel que A plus B moins C moins D est un élément de V. C'est un peu... Ici, B, C et D sont fixés
Là, non, je suis désolé, mais ici encore, B, C et D sont des éléments que j'ai choisis ici. Et donc, B3, la taille de B3 est au moins cette proportion de la taille de G. Et pour toute A dans B3, on a que phi de A égale A plus B moins C moins D est un élément de V. J'ai quelque chose que... Pardon. Soit psi 0, une extension de psi A fp puissance n, juste pour... je ne pense que je ne suis pas rendu compte que j'avais besoin de ça, mais voilà. Phi de A, alors, égale psi 0 de A plus psi 0 de B moins C moins D, parce que A plus B moins C moins D est un élément de V, et psi égale psi 0 sur V, et psi 0 est une application linéaire. Et donc j'ai ça, plus au moins phi de B plus phi de C plus phi de D. Alors, ce que j'ai fait, j'ai écrit phi de A, j'ai réarrangé cette équation-là. J'ai utilisé le fait que A plus B moins C moins D est un élément de V. J'ai psi 0, je peux remplacer ça par psi 0. J'arrive à cette équation-là. Et tout ça va être mon nombre T. Et là, j'ai mon application linéaire. Oui. A priori, V, c'est pas inclus dans 2B2 moins 2B2. Si. Ah si, oui. Il y a encore plus. Si, bien sûr. Ouais. Et donc, il y a un accord entre phi et psi 0 pour toute A dans B3. Peut-être si j'écris psi 0 là, ça va être un peu plus clair. Mais quand je vais utiliser la proposition, je ne vais pas écrire psi 0. Donc j'ai passé d'un homomorphisme d'ordre 8 à une application linéaire. Mais en même temps, j'ai passé à un sous-ensemble de B2. Mais toujours un sous-ensemble dense. Et je pense que maintenant, c'est le moment de réfléchir un petit peu et voir où on est.
je vous rappelle que pour tout A dans B0, on n'a que delta A F chapeau de phi de A est au moins C0 pour un constant C0 positif. Mais maintenant, ça c'était ce qu'on a obtenu tout au début. Et maintenant, on sait que pour beaucoup de A, phi de A égale psi de A, ou psi de A plus T pour une application linéaire psi. Alors, en utilisant la proposition, on peut en déduire qu'il y a une application linéaire psi et un élément de fp puissance n tel que l'espérance sur tout A de delta A chapeau de F, ou delta A de F chapeau de psi de A plus T au carré est au moins C3. Où C3 ne dépend que de C0. Et je vais réarranger cette inégalité un tout petit peu. Parce que une fois que je l'ai fait, elle devient un peu plus belle. Alors, C3 est au plus l'espérance sur A. Et maintenant, je vais développer cette partie-là, comme souvent. L'espérance sur X et Y de f de X moins A conjugué f d'Y conjugué f d'Y moins A oméga P puissance moins psi de A plus T point X moins Y. Ça, c'est ce qu'on obtient quand on développe cette expression-là. Et je vais changer les variables. Égale l'espérance X, A, B, f de X moins A, f de X moins B, f de X moins A moins B, oméga P puissance moins psi de A plus T point B. Nous sommes dans une position où on a quelque chose là, T est constant, on a une expression là qui est bilinéaire, une fonction bilinéaire de A et B. Si c'était une application bilinéaire symétrique, il y a quelque chose qu'on peut faire qui est
qui mène rapidement à la conclusion qu'il y a une corrélation entre f et une application quadratique, ou une application de phase quadratique. Je vous rappelle que ce qu'on veut est de trouver un polynôme quadratique Q tel que l'espérance f de x oméga p puissance moins qx est assez grande. Mais malheureusement pour nous, cette expression-là n'est pas symétrique en A et B. Si je change les rôles de A et B, j'obtiens quelque chose de différent. Donc il y a l'argument de symétrie de Green et Tao. Ils ont découvert une idée, un changement, une astuce, un changement assez malin de variables qui va nous permettre d'obtenir une forme bilinéaire symétrique, même si on commence avec une forme bilinéaire plus générale. Mais juste avant de donner l'argument en soi-même, je vais prouver un lemme assez simple, qui est le suivant. Soit bêta une forme biaffine. Ah non, je faisais bilinéaire. Peut-être c'est plus fait, bilinéaire est soit alpha 1, alpha 2, fp puissance n à fp des applications linéaires et soit t un élément de fp et finalement soit f de AB oméga p puissance bêta de AB plus alpha 1 de A plus alpha 2 de B plus T. Alors on a une fonction de deux variables. Et la conclusion, alors, le rang de bêta égale la norme de boîte de f puissance 4. Ah non, pas exactement ça. Il y a une correspondance, mais moins le logarithme à la base p de f, nombre de boîtes de puissance 4. Ce que j'ai écrit avant n'avait aucun sens parce que c'est un nombre entre 0 et 1. Et maintenant, on a au moins un nombre plus grand que un nombre positif ou non négatif. Et
aussi égale l'espérance oméga p puissance bêta de A et B. Ça, c'est un exercice, mais je vais le faire. Je vais commencer par développer la définition de la norme de boîte F. Ça, c'est l'espérance sur A, A', B, B', oméga P de bêta A, B moins bêta A, B', moins bêta A', B, plus bêta A', B', plus je pense que c'est plus simple si j'écris plus 0, parce que la contribution ici va être alpha 1 de A plus alpha 1 de A moins alpha 1 de A moins alpha 1 de A, et également pour alpha 2 et T plus T moins T. Tout ça va disparaître. Et ça, puisque bêta est bilinéaire, on peut écrire bêta de A moins A', B moins B'. Mais les nombres, les éléments A moins A' et B moins B' sont distribués uniformément. Et donc ça, je peux simplifier encore plus. Tout ça égale l'espérance de bêta AB. J'ai changé les variables. A est maintenant A moins A', et B et B moins B'. Et peut-être que je vais, pour tout A, l'espérance sur B de oméga P puissance B de A et B égale 1 si bêta A B égale 0 pour tout B, et sinon c'est 0 parce qu'on a une application linéaire. L'application B va à bêta de A et B, une application linéaire. Et soit l'application est identiquement 0, soit les valeurs sont uniformément distribuées entre les racines de 1. Des puissances de oméga P. Et dans le deuxième cas, on arrive à 0. Et alors, la probabilité que B de AB égale 0 pour tout B égale pour tout B, merci, oui, tout à fait.
Si le rang de bêta est k, la probabilité que x, que a et cette application linéaire soit identiquement 0 va être p puissance moins k. Alors c'est moins rang de bêta. Et c'est la fin de la preuve, parce que on a commencé avec ça, mais en même temps on a eu cette expression-là, les deux expressions égales p puissance moins le rang de bêta, et donc le rang de bêta est moins le logarithme. J'ai oublié une deuxième fois d'écrire ça, c'est très important, bien sûr. Bien. Maintenant, on retourne à cette expression-là. Peut-être que je vais mettre un petit astérisque pour on va changer de variable dans l'expression ici, soit z égale x moins a plus b sur 2. Et je signale qu'il est important ici que P n'égale pas 2, parce qu'il faut diviser par 2. Alors Z égale X moins A plus B sur 2, U égale A plus B divisé par 2, et V égale A moins B divisé par 2. Et on arrive à... Peut-être je vais recommencer ici. Que égale. Alors, on a x égale z plus u. Et x moins a moins b égale z moins u. Alors je change l'ordre des... Et x moins a égale z moins v. Et x plus... alors x moins b égale z plus v. Mais je vais changer l'ordre parce que c'est un peu plus symétrique si je l'écris comme ça. Multiplié par oméga puissance. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai oublié de dire, je vais dire que bêta AB égale psi de A point B. Ça, c'est mon application bilinéaire. Et
Et j'ai le t. Toujours. Alors c'est oméga moins bêta de... Alors A égale U plus V. Et B égale U moins V. Moins T point B, et B égale U moins V aussi, encore une fois. Et maintenant, ça égale l'espérance ZUV G1 Z plus U G2 Z moins U G3 Z plus V G4 Z moins V oméga moins B VU BUV moins BVU comme ça. Ce que je fais ici, j'essaie de alors, je pense que je préfère attendre, avant de faire ça, je vais faire une autre étape de l'argument que j'allais faire après, mais c'est plus simple de le faire tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on sait ici? On sait que C3 est au plus cette expression-là. Et donc, par l'inégalité triangulaire, il existe Z tel que C3 est au plus l'espérance sur U et V et maintenant ça égale l'espérance sur U et V de G de U H de V oméga puissance moins oméga P puissance moins bêta plus bêta UV moins bêta VU. Mais pour justifier ça, il faut que je vous dise, je définis les applications GU et H de V. Alors, où et l'idée est que G de U égale le produit de tout ce qui dépend de U, et H de V va être le produit de tout ce qui dépend de V. Alors GU va être F de Z plus U, F de Z moins U, et ici il y avait aussi moins bêta de UU. Alors et aussi, il y avait un moins T point U. La seule chose qui me concerne est que
G de U ne dépend que de U. Et également, H de U égale F, H de V, je veux dire, égale F de Z plus V, F de Z moins V conjugué oméga P. Il y a moins bêta VV, il y a 2 moins, alors oméga P bêta VV plus T point V. Et pourquoi cela m'intéresse? Parce que j'ai une application de 2 variables multipliée par, j'ai l'espérance de ça avec 2 applications d'une variable. Donc je peux utiliser l'inégalité de la norme de boîte pour dire que la norme de boîte de cette application-là est grande. Et donc, le rang de bêta UV moins bêta VU est petit. Le rang de la partie antisymétrique de bêta est petite. Et on va utiliser ça pour passer à la partie symétrique. Alors, par l'inégalité de la norme de boîte, si est-ce que c'est déjà un F? Oui. Mais qu'est-ce que j'ai besoin d'une lettre. J'ai utilisé F, G et H. Alors si R, c'est pas bien. R de AB égale, non, c'est pas ça du tout. Bien, je fais juste F majuscule de AB égale oméga P puissance bêta AB moins bêta BA. Alors, F norme de boîte puissance 4 est au moins, je pense que c'est C3 puissance 4, parce que les normes infinies de G et H sont plus 1. Donc, le rang de alpha égale est au plus le logarithme de C3 puissance moins 4, qui est la même chose que moins le logarithme de C3 puissance 4. Mais bêta AB égale bêta AB plus bêta BA sur 2. Encore, je divise par 2, plus bêta AB moins bêta BA sur 2. Et je vais les appeler sigma AB, sigma pour la partie symétrique, et alpha AB
pour la partie antisymétrique. Et je reviens vers cette expression-là. Je vais rechanger. Oh. Donc je ne vais pas effacer ce que j'ai écrit là, parce que maintenant, multiplié par oméga p moins sigma AB moins alpha AB moins T point B. Et alpha, le rang de alpha, soit K, le rang de alpha, alors il y a un sous-espace, il y a des sous-espaces V et W de F P puissance n de codimension K tel que alpha x, y égale 0 pour tout x élément de V et pour tout y. Et en même temps, alpha x, y égale 0 pour tout y en w et pour tout x. Et alors, soit u égale v, l'intersection de v et w, la codimension de U est au plus 2K et alpha x, y égale 0 si x est un élément de U ou y est un élément de U. Et si x est un élément de U plus V et y est un élément de U plus W, alors alpha x, y égale alpha U plus V, U1 plus V, U2
plus W pour un U1, U2, les éléments de U. Mais puisque U1 et U2 égale alpha U1, U2 plus alpha U1, W plus alpha V, U2 plus alpha V, W, mais les trois premières parties de cette expression-là sont 0 parce que U1 et U2 sont des éléments de U. Et si jamais on a des éléments de U, on a 0. Alors, égal alpha VW. Alors, alpha est constant sur U plus V multiplié par U plus W. Donc, dans chaque produit de translaté de U, la valeur de A ne change pas. C'est ça qu'on va utiliser, c'est ça qu'on obtient du fait que le rang de alpha est petit. On obtient un sous-espace de petite codimension avec cette propriété-là. Et donc, une fois de plus, l'espérance de l'expression qu'on veut analyser voilà. On obtient que C3 est au plus l'espérance sur U, V et W. Je vais utiliser l'inégalité triangulaire. L'espérance X est un élément de U plus U. A est un élément de U plus V. Et B est un élément de U plus W. F de X moins A, F de X moins B, F de X moins A moins B, oméga puissance moins sigma AB moins alpha AB moins T point B. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Si je n'avais pas les valeurs absolues là, j'aurais égalité entre cette expression-là et cette expression-là. Parce que si je choisis U, V, W au hasard, et après je choisis X au hasard de U plus U, etc., j'ai choisi X, A, B tout à fait au hasard. Alors c'est la même chose. Donc, mais par l'inégalité triangulaire, j'ai ça. Mais alpha ici ne change pas dans chaque expression là. Alors ça égale l'espérance U, V, W, l'espérance X, Y comme avant. Alors, A, je veux dire, et B, U plus W, F de X moins A, F de X moins B, F de X moins A moins B, oméga puissance moins sigma AB moins T B. Malheureusement, il faut que j'arrête ici parce qu'il est 12 heures. Mais on n'est pas très loin. On est vraiment proche à prouver à ce point-là qu'il y a une corrélation entre f et une fonction de type
oméga puissance q de x, où q est un polynôme de degré 2. Ce qu'on va utiliser est le fait que on va utiliser l'identité polaire, c'est-à-dire sigma AB égale qx moins qx moins a moins qx moins b plus qx moins a moins b, où q de x égale sigma de xx. Et en utilisant cette identité-là, on va arriver à la fin de... On va arriver à le théorème inverse pour la norme U3. Il y a une petite complication parce que ça va être dans un produit de 2 translatés de U, mais ce n'est pas très grave. Il y a des détails, je n'ai pas le temps de... Je pense que j'ai encore besoin de 5 ou 10 minutes. Donc je vais le faire au début de la semaine prochaine.